complications aiguës, c'est les complications métaboliques. Et quand on parle de complications chroniques, c'est ce qu'on appelle les complications dégénératives. Donc, pour ce qui est des complications aiguës, on a 3 types essentiellement. Les hypoglycémies, l'acidocétose diabétique et le coma hyperosmolaire. Donc, les hypoglycémies, c'est plus une complication du traitement du diabète. C'est une complication de l'insuline et des sulfamides d'hypoglycémie. Par contre, l'acétose et le coma hyperosmolaire, c'est une des complications à proprement dites du diabète. Donc, pour ce qui est des hypoglycémies, donc la définition des hypoglycémies, en fait, ça dépend. Lorsqu'on parle d'hypoglycémie chez le diabétique, c'est au-dessous de 0,7 g par litre. Chez le non-diabétique, on définit l'hypoglycémie par une glycémie veineuse inférieure à 0,5. Mais bon, la définition générale, c'est la glycémie à partir de laquelle il y a des signes d'alarme neurogènes qui commencent à s'installer, c'est-à-dire soit 0,6, soit 0,65. Mais chez le diabétique, encore une fois, on considère que la glycémie est basse en dessous de 0,7 et on doit traiter en dessous de 0,7. C'est quoi une hypoglycémie sévère? On parle d'hypoglycémie sévère lorsque il y a nécessité de l'intervention d'une tierce personne pour le resucrage. Donc, si le sujet n'est pas capable de se resucrer seul, qu'il a eu besoin de l'intervention d'une tierce personne, soit pour le resucrage oral, soit pour l'injection de glucagon ou de glucose, soit qu'il y a eu des troubles de la conscience, donc là, on parle de glycémie sévère. Le coma hypoglycémique, on va le voir, c'est un coma qui a acidité avec sueur profuse, parfois des délires, une dilatation de la pupille. On parle d'hypoglycémie asymptomatique chez certains sujets diabétiques, donc ils ne font pas les signes adrénergiques. Donc certains sujets diabétiques depuis longtemps qui ont fait des hypoglycémies pendant longtemps, donc leur seuil de perception de l'hypoglycémie est abaissé. Donc, au lieu de commencer à faire des signes adrénergiques au-dessous de 0,7-0,6 g par litre, ils vont faire aucun signe jusqu'à ce que la glycémie baisse de façon importante et qu'ils fassent d'emblée un coma hypoglycémique. Donc, ça, c'est les hypoglycémies asymptomatiques. Elles sont dangereuses et elles se voient chez les diabétiques anciens. Il y a aussi ce qu'on appelle les hypoglycémies relatives. C'est généralement des patients qui ont été très déséquilibrés pendant longtemps. Et lorsqu'on va introduire une thérapeutique pour équilibrer le diabète, le fait qu'ils améliorent seulement leur glycémie sans qu'ils soient en hypoglycémie, donc la glycémie est toujours supérieure à 0,7, mais le fait d'améliorer la glycémie rapidement de 3 grammes, par exemple 4 grammes, jusqu'à 1,80 g, 0,9, 0,95, ils ressentent les signes d'hypoglycémie. Donc ils vont ressentir, mais c'est des signes adrénergiques uniquement. Donc ils vont avoir un malaise, des tremblements, des tachycardies, des sueurs, alors que leur glycémie capillaire est au-dessus de 0,7 g par litre. C'est ce qu'on appelle les hypoglycémies relatives. Elles se voient chez les patients qui ont eu un déséquilibre chronique et qu'on a équilibré rapidement. Les symptômes de l'hypoglycémie, on en a 2 types. On a les symptômes neurovégétatifs et les symptômes neuroglucopéniques. Donc les symptômes neurovégétatifs, c'est eux qui apparaissent en premier. C'est les signes d'alarme de l'hypoglycémie. Donc, le sujet diabétique doit être vigilant à ces signes d'alarme parce qu'il doit se resucrer rapidement avant d'arriver au signe de neuroglucopénie. Donc, ils sont dus à la réaction hormonale d'adaptation. Donc, on a une sécrétion d'adrénaline. C'est pour ça qu'on appelle les signes adrénergiques. Donc, ils sont sous forme, ils sont variables d'un sujet à un autre. Donc, on peut retrouver des mêmes moites, une sensation de faim, une faim douloureuse, des tremblements fins des extrémités. Le sujet devient pâle, il a des nausées, il est anxieux, il a une tachycardie, des sueurs, etc. Donc, si on n'a pas de resucrage à cette étape-là, donc on peut avoir installation de symptômes de neuroglucopénie qui sont des symptômes beaucoup plus graves et c'est lié à une souffrance neurologique. Donc, on aura un malaise général, une asthénie, des difficultés à la concentration, donc on le voit surtout chez les enfants, des céphalées, des troubles de la vue, des paresthésies des extrémités, puis un état extrême si on ne resucre pas le patient. On peut voir apparaître des convulsions et puis des signes de troubles de la conscience qui peuvent aller jusqu'au coma. Donc ça, c'est les signes qu'on vient de voir. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est lorsque les hypoglycémies sont survenues pendant la nuit. Donc, lorsque les hypoglycémies sont survenues pendant la nuit, donc le sujet peut signaler la notion d'un sommeil agité, des cauchemars, des réveils nocturnes, un mal de tête le matin au réveil, des draps mouillés par exemple. Il vous dit que je me suis réveillée, j'étais en sueur, j'avais des draps mouillés, j'avais mal à la tête, j'ai fait des cauchemars, j'ai eu un sommeil qui est assez agité. Donc il faut penser à des hypoglycémies nocturnes. Donc le stade extrême, c'est le coma hypoglycémique, qui est d'installation progressive ou bien brutale, ça dépend.
Donc, à partir d'une glycémie de 0,5, il devient patient lorsque la glycémie descend autour de 0,3 g par litre. Les signes cliniques sont assez évocateurs. Donc, on a un patient qui est vraiment en sueur. Ce qui est très caractéristique, c'est qu'il est très rapidement réversible après un resucrage. Donc, dès qu'on donne du glucosé au sujet, il va se réveiller. On peut avoir un bas-vesquie bilatéral, on peut avoir une agitation et une convulsion. La physiopathe, c'est quoi? Il faut savoir que dès la glycémie commence à baisser en dessous de 0,7 à 0,3, donc on a une baisse importante vers une suppression de la sécrétion de l'insuline. Ensuite, lorsque ça descend encore plus, on aura une sécrétion d'hormones de contre-régulation, essentiellement du glucagon pour augmenter cette glycémie, mais aussi de l'adrénaline. C'est pour ça qu'on a des signes adrénergiques au début, dès que la glycémie descend en dessous de 7. Et puis, si malgré ça, ces hormones de contre-régulation n'arrivent pas à contre-réguler l'action de l'insuline, on aura apparition de signes neurologiques, d'une souffrance neurologique quand la glycémie descend en dessous de 0,55 voire de 0,5. Donc, le syndrome de maladaptation cérébrale, c'est ce qu'on vient de dire. Chez des sujets diabétiques qui ont fait des hypoglycémies pendant longtemps, répétées, profondes, donc ils ne ressentent plus les signes d'alarme de l'hypoglycémie, ils n'ont plus de signes adrénergiques et le risque, c'est qu'ils fassent d'emblée des comas hypoglycémiques sans signe d'alarme. Alors, chez le diabétique de type 1, chez le diabétique de type 1, les hypoglycémies sont beaucoup plus fréquentes. Elles sont secondaires, bien sûr, à l'insulinothérapie. Le problème qui se pose chez les diabétiques de type 1, c'est que lorsqu'on a une baisse de glycémie, on a vu que dans l'état physiologique, dès qu'on a une baisse de la glycémie, on a suppression de la sécrétion d'insuline, on a une augmentation de la sécrétion du glucagon. Le problème chez le DT1, c'est que cette sécrétion d'insuline, elle n'existe pas, c'est une insuline qui est exogène, donc elle ne va pas baisser. L'insuline a déjà été injectée, donc elle va continuer à diffuser au niveau du sang, même si le sujet fait une hypoglycémie. Donc on aura toujours une insulinémie qui est élevée, parce que c'est une insuline qui est exogène. Et en contrepartie, de l'autre côté, on n'aura pas une augmentation du glucagon. Parce qu'il faut savoir que chez le diabétique de type 1, à la longue, des années après l'apparition du diabète, même la sécrétion des cellules alpha pancréatiques, la sécrétion du glucagon, elle se tarit et elle disparaît avec le temps. Donc, chez le sujet DT1, pourquoi ils font beaucoup d'hypoglycémie? Parce qu'ils sont sous insuline et que lorsque apparaît une hypoglycémie, il n'y a pas une augmentation du glucagon. Donc, il n'y a pas de contre-régulation de cette hypoglycémie. Donc, chez le DT2, les hypoglycémies sont beaucoup plus rares. C'est pareil, c'est des hypoglycémies iatrogènes qui sont dues soit aux sulfamide hypoglycémiants, soit à l'insulinothérapie. Mais contrairement au DT1, ici, la réponse physiologique est plus ou moins maintenue parce qu'on a le glucagon qui répond toujours, qui est toujours sécrété pour contrebalancer l'effet hypoglycémiant de l'insuline. Donc, même quand on a une hypoglycémie, on a une augmentation du glucagon et de ce fait, les hypoglycémies chez le DT2, elles sont beaucoup moins graves que les hypoglycémies chez le DT1. Sauf si c'est dû au sulfamide, on va le voir. Donc, il y a des facteurs de risque d'hypoglycémie. C'est le degré de déficit insulino-sécrétoire. Donc, plus le déficit insulino-sécrétoire est important, plus l'hypoglycémie est sévère. Un patient qui a déjà fait plusieurs épisodes d'hypoglycémie sévère, donc il est à risque de développer des hypoglycémies sévères. La mauvaise perception de l'hypoglycémie, on a vu le syndrome de maladaptation cérébrale. Donc, le sujet n'a pas les signes d'alarme adrénergique, donc il peut faire un coma d'emblée. Il y a des facteurs génétiques prédisposants, mais bon, qui ne sont pas très importants. Et puis, l'intensité du traitement insulinique. Il faut savoir que plus le sujet est proche de ses objectifs glycémiques, plus il est à risque de faire des hypoglycémies. C'est pour ça que chez les sujets qui ont certaines pathologies qui peuvent se décompenser à cause des hypoglycémies, par exemple, un sujet qui a une cardiopathie ischémique non traitée, ou un sujet qui a une rétinopathie proliférante non traitée, on sait que les hypoglycémies peuvent aggraver ces pathologies. C'est un sujet qui a une cardiopathie ischémique. Le fait qu'il fasse une hypoglycémie, il y aura une sécrétion adrénergique et cette sécrétion adrénergique est néfaste pour le myocarde. Donc, elle va augmenter la contractilité myocardique, elle va augmenter la fréquence cardiaque et c'est néfaste chez une personne qui a une coronaropathie. Pour la rétinopathie diabétique, c'est la même chose. On sait que les hypoglycémies vont créer une ischémie et cette ischémie va favoriser la prolifération de néovaisseaux. On va le voir quand on va faire la rétinopathie. Les hypoglycémies sont un facteur aggravant de rétinopathie diabétique proliférante. Donc, chez ces sujets, on ne va pas chercher un équilibre glycémique optimal.
Parce qu'on sait que plus on va baisser les objectifs glycémiques, plus il y a risque d'hypoglycémie. Les causes de l'hypoglycémie, c'est très important de les connaître. Donc, à chaque fois que le sujet fait une hypoglycémie, il faut faire une enquête. Pourquoi il a fait cette hypoglycémie? Il faut donc trouver la cause, essayer de la corriger. Par exemple, le sujet s'est injecté de sa dose d'insuline, mais il n'a pas pris son repas ou il a pris un repas insuffisant sans réadapter ses doses d'insuline. Par exemple, le sujet a fait sa dose d'insuline, mais il n'a pas pris de féculents au cours du repas. Les féculents doivent être présents à tous les repas. Donc, il a fait sa dose d'insuline, mais il n'a pris que des légumes, par exemple, ou des fruits, mais il n'a pas pris de féculents. Donc, il risque de faire des hypoglycémies à distance des repas. Des erreurs dans la technique d'injection, par exemple, il s'est trompé de dosage, ou bien je vous ai dit tout à l'heure, quand on utilise des aiguilles trop longues, au lieu de faire l'injection en sous-cutanée, on va la faire en intramusculaire. Donc, elle aura une durée d'action, un pic d'action qui est beaucoup plus rapide que la voie sous-cutanée, et le sujet va faire une hypoglycémie. Les injections dans les lipodystrophies, on l'a vu, ça va modifier la cinétique d'action de l'insuline. Donc, il peut faire soit des hypoglycémies précocement juste après l'injection, ou bien des hypoglycémies tardives après l'injection. Quand on fait une injection à insuline soumise à un effort, donc ça on le dit aux diabétiques, par exemple s'il doit faire beaucoup de marches aujourd'hui ou s'il doit faire du vélo, il doit éviter de s'injecter la dose d'insuline qui précède cet effort au niveau de la zone qu'il va solliciter. Donc s'il fait de la marche ou du vélo, il ne va pas s'injecter au niveau de la cuisse. Parce que quand on sollicite ce muscle, on aura une vasodilatation, on aura un afflux important d'insuline dans le sang et on risque d'avoir une hypoglycémie. Pareil, on le dit aux femmes, si elles doivent faire du ménage le matin, par exemple, elles ne s'injectent pas au niveau du bras. Quand le sujet fait une activité physique ou du sport de façon intense mais qui n'est pas compensée, donc on apprend au diabétique qu'avant un exercice physique, il doit prendre une collation, surtout si la glycémie est basse. Donc s'il fait une activité physique alors qu'il n'a pas réduit ses doses d'insuline et qu'il n'a pas pris de collation, il y a un risque d'hypoglycémie. Donc un sujet qui adapte ses doses d'insuline de façon inadéquate, par exemple, il augmente sa dose d'insuline du soir de façon trop importante, donc il y a un risque d'hypoglycémie nocturne. L'exercice musculaire non programmé, on vient de le voir, donc il n'avait pas prévu faire de l'exercice et il en fait, donc il n'a pas réajusté sa dose d'insuline ni sa collation, donc il y a un risque d'hypoglycémie. La prise d'alcool, donc je vous ai dit lorsqu'on a fait la diététique que l'alcool en petite quantité, par exemple un verre d'alcool après le repas, il a un effet hyperglycémiant. Par contre, la prise d'alcool en grande quantité, elle a un effet hypoglycémiant parce qu'elle inhibe la néoglucogénèse. D'ailleurs, l'un des signes du coma alcoolique, c'est les hypoglycémies. Donc, ça inhibe la néoglucogénèse, la prise d'alcool en grande quantité. Il y a aussi l'interaction médicamenteuse. On a vu tout à l'heure, par exemple, un patient qui est sous sulfamide hypoglycémien, qui prend du myconazole. Donc, ça va potentialiser l'effet du sulfamide. Il y a un risque d'hypoglycémie. Alors, les bains chauds ou les massages au niveau de la zone d'injection, donc on demande au sujet d'éviter de prendre un bain chaud juste après l'injection de l'insuline parce qu'on aura pareil une vasodilatation et un afflux important de l'insuline au niveau du sang. Pareil, la pratique du massage, c'est le même principe. Un sujet qui fait une insuffisance rénale, c'est pour ça qu'un sujet, surtout les sujets qui sont sous sulfamide hypoglycémiant, il faut faire régulièrement un bilan rénal. Si la fonction rénale s'altère, il faut arrêter le sulfamide et donner un autre médicament, soit un insulinosécréteur éliminé par voie hépatique, par exemple un clinide, ou bien carrément passer à l'insuline rapide. Et puis rarement, on peut avoir d'autres causes, par exemple une gastroparésie. Par exemple, un sujet qui fait un Addison ou une insuffisance hépatique ou rénale, donc il peut faire des hypoglycémies. D'ailleurs, donc, chez un DT1 qui fait des hypoglycémies à répétition avec baisse des besoins insuliniques, on cherche deux étiologies, l'insuffisance surrénalienne et la maladie cœliaque. Parce que le DT1, c'est un sujet qui est une pathologie auto-immune, donc il a plus de risques de faire d'autres maladies auto-immunes associées, y compris l'insuffisance surrénalienne, la maladie d'Addison et la maladie cœliaque, qui peuvent entraîner toutes les deux des hypoglycémies. Donc, le traitement. Donc, de préférence, si on a un lecteur glycémique devant nous, on doit toujours confirmer par une glycémie capillaire. Mais attention, cette confirmation biologique ne doit en aucun cas retarder la prise en charge thérapeutique. Donc, si on a un dextro devant nous, on fait le dextro rapidement tout en préparant le matériel pour réanimer le patient. Maintenant, si on n'a pas de dextro, surtout si on est devant un diabétique, perte de connaissance chez un diabétique et une hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire. Donc, on doit resucrer et vérifier après.
Il repose sur l'administration de 15 grammes de glucides, de préférence sous forme liquide pour que ça soit absorbé rapidement. Donc, ça équivaut à quoi? 3 morceaux de sucre. Donc, soit on dit au patient de mettre 3 morceaux de sucre dans un peu d'eau, ou bien il prend une petite boîte de jus de fruits, ou bien un demi-verre de soda, mais ça, il ne faut pas que ce soit du jus light ou du soda light, bien sûr, hein. Ou bien 2 cuillères à café de confiture ou de miel. Donc, il doit les prendre rapidement. Donc, chez un enfant, c'est un sucre par 20 kg de poids. Il doit le prendre rapidement et puis on va voir le schéma, la conduite à tenir dans le détail. Donc, quand on suspecte une hypoglycémie chez le diabétique, donc si possible, faire une glycémie capillaire, une glycémie au bout du doigt. Si elle est inférieure à 0,7 g par litre, on confirme notre hypoglycémie. Par contre, si elle est nettement supérieure à 0,7 g par litre, c'est ce qu'on appelle une hypoglycémie relative, on l'a vu tout à l'heure. Donc, s'il est inférieur à 0,7, il faut que le patient ingère 15 grammes de glucides. C'est important à retenir 15 grammes. C'est quoi? C'est 3 morceaux de sucre, on l'a vu, ou bien un peu de jus, un peu de soda, de la confiture ou du miel. Alors attention, il ne faut pas donner du chocolat, du yaourt. Pourquoi? Parce que c'est des aliments qui contiennent des protéines et des graisses. Et on a vu, lorsque les glucides sont accompagnés de graisses, de fibres, de lipides, leur absorption est retardée. D'accord? Donc on ne resucre pas une hypoglycémie avec du chocolat ou du gâteau. Donc il faut des sucres rapides et simples. Donc, après avoir donné cette quantité de sucre, le sujet doit rester bien sûr au repos. Donc, s'il était en train de faire un exercice ou autre, il doit se reposer. On attend 15 minutes et on reprend encore une glycémie. Si elle reste basse, on peut donner une deuxième ration de 15 grammes de glucides rapides. Maintenant, si elle s'élève au-delà de 0,7 g par litre, donc après une ou deux administrations de glucides rapides. Donc à ce moment-là, il faut, pour éviter que le patient fasse une hypoglycémie, soit il prend son repas si c'est l'heure du repas. Maintenant, si ce n'est pas l'heure du repas, le prochain repas est éloigné, il prend une petite collation. Cette collation doit contenir aussi 15 grammes de glucides. Mais il ne doit pas prendre des glucides seuls, ça doit être des glucides lents. Donc là, il doit les associer soit avec des protéines, soit avec des lipides pour diminuer la vitesse d'absorption de ces sucres pour que ça tienne jusqu'au prochain repas. Par exemple, il peut prendre 30 grammes de pain, c'est un huitième de baguette avec un peu de fromage, ou bien 2 biscottes avec un peu de beurre, de margarine, ou bien un demi-croissant, etc. Donc, par exemple. Donc, il doit prendre un sucre lent, 15 grammes sous forme de sucre lent, associé à des protéines ou des lipides pour éviter qu'il fasse encore une hypoglycémie. Donc ça, c'était hypoglycémie légère ou modérée, c'est-à-dire que le patient n'a pas de trouble de la conscience. Il n'a pas besoin d'une tierce personne. Maintenant, si le sujet a des troubles de la conscience, donc là, on bascule dans l'hypoglycémie sévère. Pareil, si on peut faire une glycémie au bout du doigt, tant mieux. Si on n'arrive pas, on commence la réanimation. Donc, on doit mettre le patient en position latérale de sécurité, bien sûr. On ne doit pas le faire boire ou le faire manger. Il risque de faire une fausse route. Ça peut être dangereux. Donc là, je mets le patient en position latérale et j'utilise du glucagon, à condition que ça ne soit pas une hypoglycémie sous sulfamide. Bien sûr, on l'a vu tout à l'heure. Donc, je prends une ampoule de glucagon, je l'injecte en sous-cutané ou en intramusculaire. Et puis, on attend 15 minutes. Lorsque le sujet se réveille, je reprends sa glycémie. Si elle reste basse, puisqu'il s'est réveillé, je lui donne 15 grammes de glucides rapides, ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, 3 morceaux de sucre, ou bien un demi-verre de soda, ou bien un petit verre de jus, etc. Maintenant, si sa glycémie est au-delà des 0,8 ou 0,7 grammes par litre, pareil. Donc, si c'est l'heure du repas, il prend son repas. Si ce n'est pas l'heure du repas, on lui donnera une collation avec 15 grammes de glucides, mais de glucides lents. Donc ça, c'est l'injection de glucagon. C'est une ampoule de poudre avec une seringue pré-remplie. Donc on met le liquide dans la poudre et puis on réaspire, on injecte soit en sous-cutané ou là en intramusculaire. Les contre-indications du glucagon, ça aussi, il faut les connaître par cœur. Donc, on l'a dit, c'est les DT2 qui font des hypoglycémies sur sulfamide hypoglycémiant et les hypoglycémies alcooliques. Il y a une troisième situation où ce n'est pas une contre-indication, mais où le glucagon est inefficace, c'est l'hypoglycémie qui survient après un exercice physique intense. Parce que le glucagon, il va agir comment? Il va agir essentiellement en stimulant la production hépatique du glucose. Mais si le sujet a fait un exercice physique intense prolongé, généralement, les réserves hépatiques en glycogène, elles ont été épuisées. Le glucagon n'est pas efficace. Maintenant, chez ces sujets chez qui on ne doit pas administrer de glucagon ou si le glucagon n'est pas efficace, on donnera du glucosé à 30%. Donc, généralement, on donne une ampoule de 10 cc de glucosé de 30%
Je pense qu'on peut calculer, voilà, à partir du poids. Donc, c'est un moyen mnémotechnique. Donc, on prend la moitié du poids et on le donne au sérum glucosé, la quantité du glucose équivalente à la moitié du poids. Par exemple, chez un sujet qui pèse 80 kilos, on donnera 40 grammes de glucose. Voilà. Encore faut-il prendre une voie d'abord. Et puis, bon, il y a un autre moyen. Si on n'arrive pas à prendre une voie d'abord, on peut donner par voie rectale, comme le Valium chez les enfants qui convulsent. Le meilleur traitement de l'hypoglycémie, c'est sa prévention. Donc, il faut éduquer le patient et son entourage. Il faut qu'ils reconnaissent les premiers symptômes. Dès qu'il y a les premiers symptômes qui s'installent, les symptômes adrénergiques, donc il faut qu'ils soient vigilants, qu'ils prennent sa glycémie, que se resucre à ce moment-là, avant d'arriver au signe de neuroglycopénie. Donc, il faut connaître les techniques de resucrage. Il ne faut pas resucrer trop peu ou généralement les patients resucrent en excès. Donc, toujours, ils ont une hyperglycémie majeure après. Il faut qu'ils reconnaissent les circonstances déclenchantes et comment agir devant ces circonstances. Donc, s'il doit faire un exercice, il doit réduire ses doses d'insuline, il doit faire une collation, etc. Donc, voilà, adapter ses doses en fonction de son exercice ou en fonction de son état. La diététique adaptée, donc il faut toujours prendre des sucres lents à chaque repas. La technique d'injection, donc il faut injecter au bon endroit, il ne faut pas injecter dans les lipodystrophies, il ne faut pas utiliser une aiguille trop longue. La carte diabétique obligatoire, si toutefois il fait une hypoglycémie à l'extérieur, donc on saura devant tout trouble de la conscience qu'il s'agit probablement d'une hypoglycémie, donc il faudra resucrer rapidement. Si le patient ne se réveille pas après resucrage, c'est que peut-être il fait autre chose qu'une hypoglycémie. Et généralement, on dit toujours aux patients d'avoir leur lecteur et 3 morceaux de sucre dans la poche. Alors, pour ce qui est des hypoglycémies nocturnes, donc c'est ce qu'on craint le plus parce que le sujet ne peut ne pas se réveiller à cause de ces hypoglycémies. Il doit s'assurer de prendre un dîner correct. Donc, la dose d'insuline du soir, elle doit être diminuée si le sujet a fait une activité physique en fin d'après-midi. Donc, il doit toujours prendre sa glycémie au coucher et puis il doit adapter la dose d'insuline. Si ses glycémies au coucher sont trop basses, il doit réduire sa dose de rapide qu'il a prise au dîner. Et puis, si sa glycémie au coucher est inférieure à 0,2, on lui préconise de prendre une petite collation avec un sucre lent. Donc, pareil, 15 grammes de sucre lent. Donc, par exemple, 2 biscottes avec un peu de margarine ou du beurre ou du petit Suisse régime, etc. avant de dormir.